Vous faites bien de nous suivre sur Tweet TV et sur Watt FM à travers la fréquence 100.7. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 5e et dernière convocation de la semaine de votre émission, le Tribunal de l'actualité. Je suis Serge Kaboré, le président du tribunal, et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Juge Bernard Bougma. Bonjour, président Kaboré. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président Kaboré. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pour cette 5e et dernière convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité reçoit à la barre M. Nicolas Zemané. Il est enseignant en droit public à l'université Norbert Zongo à Koutgou et est aussi consultant indépendant en management public. Et avec lui, il sera question de la poursuite des réformes au sein de la fonction publique burkinabé. Bonjour et bienvenue à cette audience du tribunal. Bonjour, président Kaboré. Bonjour, messieurs les juges. Bonjour. Et c'est parti pour la 5e et dernière convocation de la semaine et nous entamons par la première des rubriques, celle des avant-propos. Juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Alors, ce qui retient mon attention, c'est l'affaire Norbert Zongo et puis l'extradition de François Compaoré. Vous savez que le dossier en France s'était plié et donc il a fait appel donc, devant la Cour européenne des droits de l'homme qui a effectivement rendu public, donc ça a été rendu public, on a su le contenu. Donc il a dit clairement qu'il ne va pas être extradé pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons principales aussi, c'est que le Burkina Faso n'a pas donné l'assurance, donc suffisamment de garanties par rapport à sa sécurité à un procès équitable et tout. Donc les assurances burkinabées, les assurances n'ont pas été données. Et il y a une date, le délai c'était le 19 octobre. Je pense qu'en ce moment déjà, le président Ibrahim Traoré était déjà arrivé, mais on n'avait pas un gouvernement à cette date-là. Donc tout porte à croire que c'est un dossier qui avait été géré par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Nous nous rappelons d'ailleurs que les organisations professionnelles des médias et certaines organisations de défense des droits humains avaient rapidement obtenu, très rapidement, une audience en son temps auprès du ministre de la Justice, Barthélemy Kéré, pour savoir qu'est-ce qu'il en est, parce que il se susurrait que la Cour européenne des droits de l'homme a écrit à la France pour demander est-ce que la France est sûre que nous pourrons donner des garanties. La France à son tour nous a écrit pour donner des garanties et nous on traînait. Donc eux c'était pour aller savoir pourquoi ça traîne et se rassurer qu'au moins ça a été fait. L'assurance a été faite, avait été donnée, que le Burkina effectivement a écrit, a répondu, a donné les assurances, mais ce qui a été dit hier, ça tranche, ça contredit en tout cas cette thèse officielle qui avait été servie. Donc si on n'a pas donné suffisamment de garanties, c'est des questions judiciaires. Voilà. Maintenant si après le Burkina donne des garanties, et qu'ils apprécient que les garanties seront réellement respectées, bon, ça peut se faire. Mais pour le moment, ça ne va pas, il ne va pas être extradé compte tenu de contexte sécurité, mais surtout des garanties qui n'ont pas été données. Parce que le contexte sécurité est difficile, mais il y a des gens aussi qui sont détenus au Burkina. Il y a des procès qui se rendent au Burkina. Le procès Thomas Sankara a été tenu dans ce contexte et la justice continue de tourner. Et donc il y a des gens qui répondent, qui ont été condamnés, qui continuent aussi de répondre devant les juridictions. Donc la justice est toujours rendue au Burkina. Mais maintenant il y a un État qui doit donner des garanties par rapport à quelqu'un qui doit être extradé, et celui qui extrade aussi veut se rassurer, ce qui est normal. Donc, mais je ne pense pas que ce soit une raison aussi pour ne pas juger le dossier Norbert Zongo. Parce que des jugements par contumace aussi au Burkina, on a eu à l'appel. Ce que j'avais comme avant-propos. Juge Geoffroy Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Bon, en même temps, c'est vrai que c'est la grande actualité, hein, la question de l'extradition du petit frère de l'ancien président, parce que c'est ce qui reste dans la mémoire de tout le monde. Maintenant, il y a le point justice pour moi, et c'est ce par quoi Bernard terminait tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné aussi, il faut qu'on accepte que il ait des moyens de juger quelqu'un qui n'est pas là. Maintenant, ça va s'appliquer à lui le moment où on pourra lui mettre le grappin là-dessus.
c'est un peu comme ça, jugé par contumace. Maintenant, c'est clair qu'on comprenne aussi que dans le jeu, il y a des garanties qui sont demandées et c'est comme ça. Et ce sont des éléments. Maintenant, ça aussi, c'est à réverser très souvent aussi dans ce que vous avez de façon contextuelle en termes de liens. Donc, même le politique rattrape aussi dans ces histoires-là. C'est des conventions que vous avez et c'est normal. Moi, mon avant-propos va concerner aussi un travail qui est en train de se faire, notamment par l'INSD, ce que nous avons comme institut de statistique. Maintenant, c'est sur le phénomène de la pauvreté. Ils sont en train de travailler sur des indices pour que, des indices un peu plus améliorés, pour qu'on ait la claire perception de ce que nous avons comme proportion de personnes qui sont touchées par ce phénomène-là. N'oublions pas que c'est à partir de cela qu'on a des politiques aussi qui peuvent être assez efficaces. Parce que si vous adressez des initiatives à l'endroit de personnes que vous ne maîtrisez pas, ça devient un peu plus compliqué. Ils sont en atelier, ils veulent affiner un peu plus les critères pour ce qui est de la qualification de ce phénomène-là. Quand on prend le cas du Burkina, on était à 41,4% d'individus qui étaient sous le seuil de pauvreté. Mais quand on dit ça comme ça, c'est quoi la pauvreté? C'est ce sur quoi ils sont en train de travailler. Pour moi, c'est intéressant. Et d'autant plus que souvent aussi, on est quelquefois dans un genre de formalisme qui fait que on ne prend pas en compte certaines de nos réalités. Ça, en économie, on le dit très souvent. Vous savez, c'est facile de venir dans un village et dire que tout cela c'est des pauvres parce que vous ne les voyez pas en train de manger, de prendre un petit déjeuner avec du lait le matin. Mais ce qu'ils prennent qui est bio, si vous l'évaluez, vous allez comprendre que si vous mettez en ville, ça va coûter plus cher. Donc, je veux dire qu'il y a à arrimer ce que nous avons à nos réalités et à le contextualiser de sorte à ce qu'on ne se trompe pas dans la politique, par exemple, qu'on est en train de mener. Et on va suivre ce que l'INSD est en train de faire comme travail et on va leur souhaiter en tout cas d'affiner les choses comme il se doit. Le consultant indépendant en management public et enseignant en droit public à l'université Norbert Zongo de Koudgou est notre convoqué à la barre du tribunal ce matin. Messieurs les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Bon, je me jette à l'eau. Question de généralité, il y a plusieurs réformes qui ont été enclenchées, qui ont été engagées au niveau de l'administration publique. Il y en a beaucoup. Alors la question c'est, est-ce que ça veut dire que le dispositif qu'on avait ne répondait vraiment pas aux réalités, ou bien l'explication c'est quoi? Est-ce que les insuffisances qu'on avait, parce qu'il y a plusieurs lois, alors la 081, il y a les corps spécifiques, est-ce que ce qui a été fait aujourd'hui harmonise tout ça? D'accord. Merci, monsieur le juge Bougma. Merci, monsieur le président, pour cette convocation. Je suis encore très heureux d'être sur les plateaux de Truy TV, en tout cas pour apporter ma contribution à l'animation de l'actualité nationale et voire internationale. Donc, à la question posée par le juge Bougma, je voudrais répondre sur, si vous voulez, deux niveaux. D'abord, la réforme générale, si vous voulez, d'une fonction publique s'inscrit dans ce que j'appelle la marche normale d'un État. Il y a un principe qui est assez sacro-saint dans la gestion de l'administration publique, qui est le principe de l'adaptation continue. C'est dire, en fait, à travers ce principe, que la réforme d'une administration publique, de la fonction publique, est la chose la plus normale qui soit. Et d'ailleurs, c'est le premier rôle qui revient, si vous voulez, aux premières autorités administratives, faire en sorte que la fonction publique, qui est un moteur, si vous voulez, une machine très importante pour la survie de l'État, puisse toujours être en phase avec son temps. Donc ça, c'est une logique qui est générale, qui est universelle. Dans tous les pays au monde, ça se passe comme ça. Maintenant, il y a des différences d'un pays à un autre, puisqu'il y en a qui arrivent à faire des réformes à long terme, c'est-à-dire qui ont réussi à stabiliser quand même leur fonction publique sur une bonne période donnée. Ces gens sont nettement plus heureux que nous qui sommes pratiquement dans des cas de réforme pratiquement à court terme, où on a l'impression qu'à chaque 5 ans ou chaque 10 ans, il faut revoir la formulation, en fait, si vous voulez, des règles qui régissent notre administration publique. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le contexte
actuelle même du Burkina qui veut, bon, vous avez cité la loi 081 quand même qui date de 2015. Donc si vous voulez, on va prendre ce contexte transitionnel que connaît notre pays de 2015 à 2021, 22, si vous voulez, tout ce que vous voulez. Donc c'est un contexte où effectivement les Burkinabés, ou du moins si vous voulez, l'État burkinabé est en soif de réforme. Voilà, parce qu'après l'insurrection de 2014, on est tous unanimes qu'il fallait que le Burkina prenne un nouveau départ. Et ce nouveau départ nécessite forcément des réformes. Et ces réformes, autant ça concerne d'autres secteurs, concernent principalement cette réforme de la fonction publique, pour nous permettre d'avoir, si vous voulez, tout simplement, ce que j'appelle une bonne base du fonctionnement du pouvoir exécutif. Et c'est dans cette dynamique que depuis 2015, à travers, bien sûr, les rapports de force, si vous voulez, le jeu des acteurs, que des réformes, en tout cas fondamentales, ont été enclenchées. On a eu la loi 081 qui nous a permis de reverser pratiquement tous les agents publics dans ce qu'on appelle le fonctionnariat, c'est-à-dire la carrière, c'est-à-dire la fonction publique de carrière. Je dis pratiquement tous parce que il reste quand même d'autres qui sont toujours dans des situations assez disparates, voilà, même si dans l'ensemble on peut dire que nous sommes en plein dans la fonction publique de carrière depuis la loi 081, qui a rompu d'ailleurs avec la loi 013 de 98 qui avait prévu deux régimes. Il y avait les contractuels et puis il y avait les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires de carrière. Donc de 2015 à 2022-23, on va dire, il y a eu encore des évolutions qui ont sous-tendu un certain nombre de réformes. Donc là je m'arrête à la transition dans laquelle nous sommes actuellement, où il y a eu un besoin de refonder l'État. On ne peut pas refonder l'État si on ne refonde pas sa machine principale. Voilà, sa machine principale, c'est l'exécutif, et l'exécutif ne vit qu'à travers, bien sûr, si vous voulez, la fonction publique. Et c'est, je pense, en tout cas, de mon avis, que c'est dans cette dynamique que ces réformes sont faites, non pas parce que nous n'avons pas une bonne fonction publique, entre guillemets. En tout cas, elle arrive à faire tant bien que mal un certain nombre de choses, en tout cas au bonheur des Burkinabés, mais il est nécessaire de continuer l'amélioration, justement, notamment de l'ancrage de notre fonction publique dans notre système politique en général. D'accord, juge Favara, question de généralité ou de fond? Bon, on est dans les généralités, comme on parle de réforme, on parlait de la fonction publique tout à l'heure, et dans notre contexte de transition, on a vu que la volonté, c'est d'avoir une fonction publique qui ne soit pas trop mouillée politiquement. En tout cas, ça a été un peu la dynamique. Après, on a changé un peu les termes et tout. On a voulu aussi promouvoir la méritocratie, que celui qui monte, voilà, ce soit sur sa valeur intrinsèque dans ce qu'il donne au boulot et tout. Ça, ce sont des aspirations qui sont logiques et normales. Maintenant, est-ce que les changements voulus, parce qu'on a vu le ministre Bassolman Bazi monter au credo pour ça, est-ce que les changements voulus de façon textuelle, ça a un impact dans des éléments qui sont en fait des valeurs? Parce que là aussi c'est ça le problème, les valeurs on ne les promeut pas en écrivant en couchant des éléments sur papier. Est-ce qu'aujourd'hui quand on regarde il y a une dynamique nouvelle, les textes aident à améliorer sur ces chapitres-là, ou bien pour vous il y a encore des efforts à faire? Bien, merci juge Va. Cette question, je pense que j'ai déjà eu à y répondre en fait lors d'une émission avec le juge Bougma au Monde Politique. En réalité, la volonté affichée par le gouvernement, notamment à travers le ministre Bassolman, est une bonne volonté. Il n'y a rien à dire, c'est une volonté qui est très appréciable. Mais le fait est que, je veux dire, on n'est pas dans du nouveau, quoi. On n'est pas dans du nouveau, c'est quelque chose qui existait déjà. Vous avez même bien fait de souligner qu'on a dû changer les terminologies pour ne plus mettre dépolitisation de notre administration, parce que ça n'avait aucun sens. On ne dépolitise pas une administration, non, on la rend soit neutre ou on la rend très politisée. C'est les deux cas qui existent de par le monde. On ne peut pas dépolitiser une administration. Par exemple, pour juste vous donner la preuve, au Burkina, nous avons les deux systèmes. On prenait la gestion des magistrats, c'est le système de ce qu'on appelle la neutralisation, et ça fonctionne bien. Ça fonctionne tellement bien que vous ne pouvez pas avoir un nouveau magistrat qui sort à peine de l'école aller diriger un magistrat déjà en carrière. C'est ça la neutralisation. Ces systèmes existent, ça fait que l'évolution se fait par l'ancienneté, par l'expérience et par la carrière. Ça, c'est un système qui est acquis dans notre système judiciaire. Et les postes pour lesquels il peut y avoir de la concurrence, il y a toujours un appel à candidature. On a vu que pour les recrutements des procureurs, ça se fait. La question, c'est est-ce que cela se retrouve dans notre fonction publique exécutive lorsque ces nouveaux textes ont été pris? Bon, moi, j'ai bien peur, peut-être que quelque chose m'a échappé, mais j'ai bien peur que ça n'est pas encore appliqué.
On est loin du compte dans la mesure où les nominations à certains postes de responsabilité, parce qu'en réalité, ça concerne principalement les postes de responsabilité, les postes de direction. La nomination à ces postes continue quand même de relever du pouvoir discrétionnaire du Conseil des ministres. Et c'est ce que nous avons constaté, en tout cas, depuis l'adoption de ces nouveaux textes qui tendent à créer, si vous voulez, à favoriser la méritocratie ou en tout cas à instaurer une forme de neutralité dans la gestion de l'administration publique. Donc, à mon sens, il y a beaucoup à faire parce que, et vous l'avez si bien dit aussi, ce ne sont pas les textes qui font les valeurs. Les valeurs, il faut les inculquer. Il faut déjà même comprendre le sens de la valeur avant même de chercher à l'inculquer aux gens. La neutralisation va du principe tout simplement que tout agent public mérite d'occuper un poste à un moment donné de sa carrière. C'est d'ailleurs toute la logique qui entoure la fonction publique de carrière. Ce qui fait que le petit agent qui rentre par catégorie C a toutes les chances de devenir un jour ministre s'il suit l'évolution normalement, sans pour autant militer dans un parti politique ou pas. C'est ça la neutralité. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? J'ai bien peur que non. Ce n'est pas le cas parce que tout simplement, on a encore des pendants dans notre administration qui font que ça ne pourra jamais être le cas. Le premier d'entre eux, c'est notamment le pouvoir qu'a par exemple le politique pour décider de qui va être avec lui dans sa mission. Et quand je dis le politique, il s'agit des autorités politiques. Comme le président Ibrahim Traoré est une autorité politique, les ministres sont des autorités politiques. À la date d'aujourd'hui, le Conseil des ministres, même qui est une institution politique, décide encore de qui occupera tel ou tel poste ou de qui n'occupera pas tel ou tel poste. Ça, c'est purement de la politisation de l'administration publique. Maintenant, toute autre chose qu'on pourrait vouloir mettre dans cette politisation, ça nécessite une clarification, en tout cas définitionnelle. Voilà. Sinon, à la date d'aujourd'hui, au Burkina, c'est l'autorité politique qui décide de qui occupe un poste de direction dans ce pays. Donc pour moi, il n'y a pas un changement tant que ça. Peut-être qu'on peut dire qu'il y a un renouvellement du personnel au niveau des directions. Ça, il n'y a pas de souci, ça c'est sûr. On a remarqué qu'il y a quand même une nouvelle classe administrative qui monte. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces personnes ne méritent pas leur poste. C'est juste dire que le système qui a prévalu à leur arrivée relève aussi de ce qu'on peut appeler la politisation. Pour ceux qui nous prennent en marche sur Watt FM, le consultant indépendant en management public, Nicolas Zemané, est notre convoqué à la barre du tribunal ce matin. Nous parlons de réforme au niveau de l'administration publique. Il y a eu le juge Geoffroy Var ainsi que le juge Bougma, l'ont tout à l'heure abordé. Il y a eu ce gros chantier que l'on a amorcé depuis quelques années pour ce qui concerne l'administration publique. On a parlé de neutralité, de méritocratie. Mais comment est-ce qu'on met en œuvre la neutralité dans un gouvernement qui met en œuvre un programme politique? Très bonne question. En fait, c'est très facile. Hein. C'est d'ailleurs des systèmes qui prospèrent dans beaucoup de pays. Je peux citer facilement l'Angleterre ou encore les pays scandinaves où un gouvernement a toujours une politique à mettre en œuvre. Mais c'est quoi la politique au sens, si vous voulez, simple, la manière dont on doit parler aux gens pour qu'ils comprennent? La politique n'est pas l'idée d'un individu. Si vous voulez, le projet politique, pour être plus précis, c'est, si vous voulez, le contrat social que le peuple a décidé d'ériger ou du moins de signer avec un homme qui l'a présenté. Généralement, c'est le président. Donc, quand le président est élu, ça devient ce qu'on appelle un projet politique, un projet républicain, puisque c'est le peuple qui l'a choisi. Dès lors, tous les agents qui sont au service justement du peuple, parce que l'administration publique travaille pour l'intérêt général, ont l'obligation d'être loyaux au peuple en exécutant cette politique. C'est aussi simple que ça. Ce qui fait que, si vous, en tant qu'agent public, à quelque poste que vous soyez, que vous ne vouliez pas, ou bien vous n'êtes pas d'accord avec ce dit projet, la chose la plus sage à faire, c'est de démissionner. Tout simplement, et être conséquent avec soi-même. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans la loi 089, d'ailleurs dans toutes les lois qui régissent le personnel de l'État, il y a une obligation d'État qu'on appelle l'obligation de loyauté. Être loyal, ce n'est pas à un individu, mais être loyal au peuple, être loyal à la loi. Et ici, la seule neutralité possible, là, c'est de pouvoir faire en sorte que ceux qui seront au devant de la gestion administrative, là, soient les plus méritants. Et pour ça, comme j'ai dit, il y a des systèmes pour le faire. Le système de classification existe. Parce que si on ne peut pas dire que des fonctionnaires qui ont été formés dans la même école, je prends par exemple l'ENAM ou l'ENAREF, qui ont suivi le même cursus, qui ont été intégrés dans la fonction publique et qui ont évolué, on ne peut pas dire que ces personnes ne sont pas compétentes. Maintenant, il y a souvent des raisons subjectives qui peuvent se dessiner. Ça peut exister dans les qualités professionnelles que le gouvernement ou en tout cas quelques ministères voudraient dans le cadre de la gestion d'un poste de direction donné. Sinon, pour moi, tout le monde est éligible, en fonction en tout cas du besoin réel, tout le monde est éligible au poste
technique lorsqu'il a été formé pour ça. C'est d'ailleurs l'obligation régalienne de l'État de former les fonctionnaires pour occuper ces postes-là. Et d'ailleurs, je pense que depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, surtout sous le ministre Ouedraogo, le professeur Ouedraogo Seni, il y a eu pas mal de réformes qui ont sous-tendu justement l'élaboration des fiches de poste et des fiches de fonction qui nous permettent aujourd'hui de savoir qui peut occuper tel poste. Parce que ce sont des spécialistes de la gestion des ressources humaines qui les ont élaborés. Donc, pour être, par exemple, directeur général dans un EPE, voici le profil. Pour être directeur dans un ministère donné, voici le profil. Et tout ça, c'est connu. Donc, la neutralité suffit et consisterait à faire quoi? À ne prendre que les gens qui répondent à ces profils pour occuper le poste. Dès lors que vous faites dérogation à ça, vous n'êtes plus dans la neutralité, vous n'êtes plus dans la promotion de la méritocratie. Maintenant, si vous voulez, le gouvernement a toujours un pouvoir discrétionnaire pour déroger à cela. Et pour cela, on a disposé clairement que pour encore maintenir la neutralité dans cette discrétion, il suffit d'ouvrir le poste à une candidature libre. Là, un jury va statuer et choisir le plus méritant. Sommes-nous dans de telles conditions de neutralité depuis l'adoption de ces textes dans le gouvernement de transition actuel? Le gouvernement de transition, je ne pense pas, en tout cas... Je peux me tromper une fois de plus, mais je ne me rappelle pas avoir vu un appel à candidature pour un poste de direction. Parce que je sais que le Premier ministre Ertust, à l'époque, avait instauré quand même une règle très importante qui était que pour l'occupation de certains postes de direction, notamment des EPE et des sociétés d'État, qu'il y ait forcément ce qu'on appelle un appel à candidature. Et la sélection se faisait bien sûr sur la base des dossiers déposés. Bon, ça, ce système a été remis en cause par les différents régimes qui se sont succédés. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que c'est d'actualité encore. Mais je précise et j'insiste encore, si vous voulez savoir que c'est possible, regardez le fonctionnement du système judiciaire au Burkina Faso. C'est bien possible. Oui, monsieur le juge. Voilà, vous dites que c'est bien possible. Effectivement, il y a plusieurs outils qui ont été mis en place, appelle la candidature. On a vu que d'ailleurs, certains avaient accédé à des postes par appel à candidature, mais sous le MPSR d'Amiba, il y en a qui ont été remplacés, mais le remplacement n'est pas passé par ça. Après, sous Traoré, on a vu des postes d'envergure qui devaient passer par appel à candidature. Ça ne l'a pas été. Il y a aussi le système d'évaluation. Donc, il y a un certain nombre d'outils pour effectivement garantir les choses. Mais sur la question de l'évaluation aujourd'hui, on en parle peu. Est-ce que les évaluations même continuent? Vous parlez des évaluations des agents? Des agents, parce que vous dites qu'il y a des fiches de poste et tout. Mais il y a l'évaluation des agents les évaluations qui doivent être faites par les supérieurs et tout pour les questions d'avancement. Bon, on entend parler moins. Alors, est-ce que ces avancements-là continuent dans notre système? Bon, comme moi-même je suis un agent public, je puis vous assurer que les évaluations continuent. Maintenant, la question c'est est-ce qu'elles continuent comme elles devraient l'être? Est-ce qu'elles se font comme elles devraient l'être? Sinon, sans l'évaluation, le fonctionnaire ne peut pas avancer. Voilà, donc je vous permets de répondre à votre question en même temps. Non, le principe, je vais assez être théorique au début. Après, je vais utiliser mon expérience administrative pour dire comment les choses se passent en réalité. L'évaluation, en principe, ne peut se faire que sur la base d'un contrat d'objectif. Ça veut dire, avant le début de l'exercice administratif, on va dire l'exercice annuel administratif, le supérieur hiérarchique direct doit vous donner en quelque sorte une sorte de lettre de mission, un contrat d'objectif à atteindre. Et il y a, c'est-à-dire des critères objectifs là-bas qui lui permettront à la fin de l'année d'évaluer vos rendements. Bien sûr, ajouté à cela, il y a des critères un peu subjectifs comme le respect de la hiérarchie, le respect de la déontologie, le respect du bien public, etc. qui l'accompagnent. Donc, sur la base de ça, il faut d'abord se poser la question, est-ce que les agents publics reçoivent ces contrats d'objectifs? J'ai bien peur que non. J'enseigne beaucoup à l'ENAM, je suis avec des professionnels qui déplorent cela. Et d'ailleurs, il y a une évaluation de l'administration publique de 2011 pour permettre la modernisation de l'administration qui l'avait fait ressortir clairement. Il y a une faible pratique de l'évaluation de l'agent au Burkina Faso, mais pas seulement de l'agent, mais aussi même des politiques, des réformes. Les réformes ne sont pas évaluées. Or, quand vous n'évaluez pas, même si vous réformez à nouveau, c'est pas sûr que vous ayez, en tout cas, fait un pas en avant. Vous pouvez même stagner, ou bien vous pouvez reculer carrément sans vous rendre compte, sans l'évaluation. Donc, je puis vous dire que théoriquement, c'est comme ça que ça se passe. Mais dans la pratique, pendant mes 7 années d'expérience administrative à la primature, j'ai toujours évalué mes collaborateurs sur la base de ces contrats d'objectifs, avec un entretien comme cela se fait. Et chacun
avait sa note et vous avez la possibilité de contester cela. Donc je ne peux pas présumer que les gens ne le font pas tous. Donc je vais espérer que des gens comme moi continuent de faire ce genre d'évaluation et inviter ceux qui ne le font pas à le faire réellement. Sinon la vérité est que déjà même pour avoir le contrat d'objectif, c'est un casse-tête dans l'administration publique burkinabé. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude de 2011 qui est disponible même sur le site de la fonction publique. Oui, juge Fava. Quand on voit la plupart des réformes, on a comme l'impression qu'il y a un portail robot de l'argent public qui est fait, oui, mais qui ne semble pas reluisant. C'est-à-dire absentéiste, retardataire, qui fait le minimum, et puis cherche à maximiser à travers d'autres circuits qui sont ceux privés. C'est, quand vous regardez, c'est comme si c'est le portrait robot de l'argent public qui est fait. Vous êtes trempé là-dedans. Est-ce que c'est... On a vu des débats même en Assemblée nationale et des députés même le ressortir comme ça. On se trompe, ou bien c'est une réalité, ou bien il y a aussi que, vous savez, quand vous n'occupez pas quelqu'un, il s'occupe. Le fond, c'est quoi? Tout à fait. Déjà, je vais répondre par une boutade. C'est une ancienne réalité. Ça, ce n'est plus du tout une réalité. Et je dis souvent, les gens ont cette image que le fonctionnaire, c'est celui qui est dans le bureau. Mais il y a des enseignants. Un enseignant ne peut pas être absentéiste. Il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des sages-femmes. Allez-y dans les hôpitaux, les gens travaillent. Ça, c'est une réalité. C'est le plus souvent, même si vous voulez, certaines absences, et là, c'est une analyse personnelle que je fais, certaines absences sont dues au fait de l'administration elle-même, qui n'arrive pas, comme vous l'avez si bien dit dans votre question, à occuper certaines personnes. Notamment la plupart des cadres qui ont souvent été dessaisis de leurs fonctions, après ils deviennent comme pratiquement des non-fonctionnaires. Beaucoup sont dans des couloirs de ministères. Beaucoup ne sont pas utilisés. Voilà, parce que j'ai l'impression que dans ce pays, quand vous occupez un poste de responsabilité et qu'on vous dessaisit de vos fonctions, ben vous devenez un paria. C'est difficile de vous réutiliser. Donc du coup, il y en a qui deviennent, si vous voulez, des experts, des consultants, qui tournent sur les plateaux de télé et qui vendent leurs connaissances autrement. Ça, c'est une des remarques faites. Sinon, je peux vous dire, les plus petits agents sont obligés d'être ponctuels. Ça fait partie des critères d'évaluation. Ils sont là. Mais est-ce qu'ils sont là et ils travaillent? Ça, c'est une autre question qui relève cette fois-ci du management. Et le management, je dis une fois de plus, ce n'est pas la masse qui fait le management, c'est la hiérarchie. Ce sont les supérieurs. La question peut-être doit être réorientée vers là. Et ça rejoint un peu les questions que nous nous sommes posées dès le départ. Le choix de la personne pour diriger est très important. Quand vous choisissez quelqu'un qui doit diriger une ressource humaine assez consistante, mais qui n'a jamais, je dis bien au grand jamais, dirigé une seule personne, ça pose un problème. Ça peut ressembler à du tâtonnement, ou bien ça peut ressembler à de la divination, ou en tout cas du maraboutage. Parce que la gestion de l'homme, c'est une science. Le management, c'est une science. Et beaucoup, malheureusement, qui ont ces postes de responsabilité, ne savent pas qu'il faut diriger. Les hommes aussi se contentent de donner des instructions. Or, une instruction, quand elle est donnée, il faut qu'elle soit suivie. Déjà, pour la donner, il faut l'évaluer. Est-ce que c'est à la bonne personne que je donne l'instruction? Est-ce que la personne peut réaliser, etc. Donc ça, ce sont des choses. Mais je puis vous dire que c'est une ancienne réalité que de croire que l'administration publique ne travaille pas ou bien que les gens sont trop absentéistes dans l'administration publique. Peut-être ce qui favorise cela, c'est le système dans lequel nous sommes. Nous sommes quand même dans un système de carrière. Et dans un système de carrière, l'État n'a pas vocation à occuper pleinement l'argent public. Ça, je peux quand même vous le dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont un statut et non des contrats. Le statut permet à l'agent public quand même d'être disponible, ce qu'on appelle l'assiduité, d'être disponible lorsqu'on a besoin de lui. Et souvent, très souvent, comme vous le dites, on n'a pas besoin de lui. Ou en tout cas, on ne sait pas comment avoir besoin de lui. Oui, voilà, justement, c'était la logique de ma question. Nous avons opté pour une fonction publique de carrière. Il y en a qui ont opté pour une fonction publique d'emploi. Les deux, c'est différent. Mais maintenant, dans notre contexte, étant donné que nous avons fait le choix de la fonction publique de carrière, comment est-ce qu'on évalue efficacement et comment on donne suffisamment de boulot aux gens? Parce que là, vous entendez parler, dans la fonction publique de carrière, il n'y a pas obligation d'être là à tout moment. Non, il y a obligation d'être là à tout moment, mais il n'y a pas obligation d'être en activité à tout moment. Voilà, d'être en activité à tout moment. Justement, la nuance, c'est quoi? D'être là à tout moment, mais pas forcément d'être en activité à tout moment. Oui, parce que est-ce qu'on peut en même temps expliquer fonction publique de carrière, donner les explications aux téléspectateurs et auditeurs? Non, rapidement, pour faire rapide, comme on n'a pas beaucoup de temps, la fonction publique de carrière, si vous voulez, c'est ce que nous appelons la fonction publique fermée, qui permet en tout cas à un groupe de personnes recrutées par concours direct pour servir, si vous voulez, de ressources humaines principales pour l'État. Et cette fonction
fonction publique de carrière a des conséquences juridiques qui est que le fonctionnaire est dans une forme de sécurité de carrière, ce qu'on appelle la garantie de carrière. Il va d'un point A à un point B de façon tranquille avec des promotions internes, des concours professionnels, etc. Et cette fonction publique lui permet de ne pas être inquiet pour la stabilité de son, si vous voulez, de sa fonction, de sa profession. Il évolue et il a des droits et des obligations. L'une de ses obligations, bien sûr, c'est de garantir, comme je dis, la continuité de l'État. C'est la première. C'est d'ailleurs pour cette raison que la loi 081 qui est la nôtre dit clairement que tout fonctionnaire doit être exclusivement, si vous voulez, consacré à son emploi, à sa profession. Exclusivement. C'est vrai qu'il y a une petite exception qui est accordée pour les consultations, pour les vacations, etc., mais conformément au texte en vigueur. Donc ça, c'est la fonction publique de carrière. Et bien sûr, dans ça, l'une des grandes conséquences juridiques, c'est que le fonctionnaire est assujetti à un statut. Voilà. Dans la fonction publique de métier, nous sommes dans la fonction publique ouverte. Elle est ouverte en ce sens qu'on y vient et on y part quand on veut. Et c'est sur la base justement des compétences réelles. Il n'y a pas de concours direct en principe dans la fonction publique de métier. Vous êtes recruté sur la base de vos compétences réelles. Voilà, vous avez un master en journalisme, l'État en a besoin, l'État recrute. On peut faire un test, mais ce n'est pas un concours direct. C'est le besoin exact qui exprime. Et l'une des conséquences majeures justement de cette fonction publique de métier, c'est lorsque vous n'êtes plus utile, l'État doit se séparer de vous. Or, dans la fonction publique de carrière, comme je dis, il y a une stabilité, il y a une garantie de la carrière. Même si vous n'êtes pas utile, vous êtes là quand même. On ne peut pas vous renvoyer parce que votre poste a disparu. Par contre, dans la fonction publique de métier, comme c'est ouvert, on peut vous demander de partir ou bien vous n'êtes plus compétent, on va changer le personnel. Ça, c'est la possibilité. Voilà. Donc, c'est en image ce qu'il y a. D'accord, vous pouvez répondre à la question du juge Bougma maintenant. Après avoir répondu à cette question, je suis un peu perdu. Oui, la question, c'est comment on évalue efficacement. Parce que pour quelqu'un qui a été recruté pour le métier, le contrat d'objectif est facilement fait. Lui-même, en venant, il sait ce qu'il vient faire. Vous êtes infirmier, on dit que l'État burkinabé a besoin de 20 infirmiers pour 5 ans, vous savez ce que vous allez à faire et tout. Bon. Vous êtes dans tel ou tel métier, voilà. Mais pour quelqu'un qui est là pour la carrière, comment on fixe le contrat d'objectif et comment on l'évalue et comment D'accord. Non, ça se passe comme je l'ai dit, c'est la gestion des hommes. En fait, déjà, il y a la loi qui encadre, la loi qui donne déjà des obligations générales pour chaque agent, notamment pour insister sur le fait que l'agent public est obligé d'être présent dans l'administration publique. C'est ce qu'on appelle l'assiduité. Toute absence doit être justifiée, doit être autorisée ou justifiée. Voilà, ça c'est une obligation. C'est vrai qu'en l'absence de contrôle, parfois nous voyons certains dans quelques maquis de la place pendant les heures justement de service. Ça c'est des choses, sont des mots liés à nos sociétés qui sont assez primaires pour le moment. Ça c'est clair. Donc la loi prévoit déjà des obligations qui permettent d'évaluer l'agent public à tout moment. Il y a aussi ce que j'appelle maintenant la gestion managériale, qui consiste pour tout supérieur, puisqu'il n'y a pas un agent public au Burkina qui n'a pas de supérieur hiérarchique. C'est un principe. Le supérieur hiérarchique direct existe toujours. Il lui appartient à lui de donner les contrats d'objectifs. Comme je l'ai dit, au début d'un exercice administratif, d'ailleurs à partir de 6 mois c'est possible, de donner un contrat d'objectif à tous ses collaborateurs et de les suivre afin de les évaluer sur cette base à la fin. Ça c'est du management. Et c'est des choses qu'on enseigne aux gens. C'est vrai que sur le terrain, les moyens manquent. Souvent, même, vous avez un supérieur hiérarchique qui n'a pas un ordinateur pour imprimer même une feuille. Donc, comment il va donner des contrats d'objectifs? Il ne peut pas le faire verbalement. C'est forcément à l'écrit. C'est un principe administratif. Comment il le fait? Donc, il y a des petits arts comme ça qu'on gagnerait peut-être à améliorer au fur et à mesure. Sinon, ça existe à tout moment. Alors, on a aussi vu la piqûre de rappel du ministre de la fonction publique sur le fait que les fonctionnaires, il y a des métiers, il y a des emplois qu'ils ne doivent pas faire, il ne doit pas faire du commerce, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela. Pour certains, c'est aussi réducteur. Il faut permettre aux gens de déployer leur potentiel ailleurs, quitte à les accompagner pour une reconversion. Vous, qu'en pensez-vous? Non, ça existe déjà, les textes existent. Moi, je suis enseignant, mais je fais des consultations sur la base justement de ces textes. L'idée ici, c'est de faire en sorte que vos activités parallèles ne soient pas en conflit avec votre activité principale. Et ça part de l'idée simple. Vos activités parallèles répondent à vos besoins personnels. L'activité principale pour laquelle l'État vous a recruté répond à l'intérêt général. La balance entre l'intérêt général et l'intérêt individuel, il n'y a pas de match. C'est l'intérêt général qui doit l'emporter. Oui, mais est-ce que le fonctionnaire peut faire toutes sortes de métiers? Parce que la consultation, c'est permis. J'ai cru savoir également que l'élevage, c'est permis. Mais il y a des corps de métier, on ne veut pas. Non. Même dans le privé, même vous, journaliste à True TV, vous ne pouvez pas faire toutes sortes de métiers.
Il y a des limites quand même. Donc, selon la loi. Je parle de ça. Oui. Selon la loi, je vais dire, vous ne pouvez pas, sinon, dès lors que vous êtes en conflit avec True TV, on peut vous licencier ou en tout cas vous poursuivre judiciairement pour ça. Non, la loi prévoit effectivement que le fonctionnaire, dans l'exercice justement de son obligation de service là, puisse bénéficier de ce qu'on appelle de quelques moments parfois pour faire soit de la consultance en lien avec sa compétence. J'insiste là-dessus, en lien avec sa compétence. Moi, ma compétence, c'est le droit public. Je ne peux pas aller devenir commerçant pour dire que je suis consultant en commerce. Non, c'est pas possible. Voilà. Ou bien des activités agro-silvopastorales. Voilà. Pas à but industriel ni commercial. Voilà, ça aussi c'est très important parce que ça rentre dans le monde des affaires maintenant et c'est très dangereux. Ou bien en tout cas avoir de la production littéraire ou artistique. Ça, la loi organise ça depuis que la fonction publique existe. Ce n'est pas interdit. Mais une fois de plus, c'est conformément au texte en vigueur. Il y a des limites à ne pas dépasser. Voilà, c'est-à-dire, vous ne devez pas, je veux dire, dans l'esprit de la loi, vous ne devez pas dépasser une limite qui arrive à concurrencer votre activité principale. Voilà, donc même un enseignant d'université, il est important qu'il ait rempli au moins son volume horaire, ou en tout cas, garantie de l'accomplissement de son volume horaire statutaire avant de s'adonner à certaines activités qui tendent justement à lui procurer un bien-être autre que celui que l'État lui offre. Juge Va. Oui, parlons justement de réformes. On a l'un qui est beaucoup plus actuel, ça concerne le secteur de la santé, c'est surtout la question de la vacation. Oui. Et je l'ai dit, quelquefois aussi, c'est le portrait robot qui fait que, on fait des textes pour essayer de solutionner. C'est ça. Et le portrait robot du médecin, c'est celui qui, je dis encore, je ne sais pas si c'est vrai, qui souvent quitte ses heures de service et donne rendez-vous dans le privé, voilà, pour officier. Et donc, ça pose beaucoup de problèmes. Et on a vu que la question de la vacation a été encadrée. On parle de 8 heures au maximum à subdiviser en 2 parties pour ces médecins-là. Et il y a beaucoup d'éléments qui ressortent. Mais est-ce que vous pensez que c'est un élément qui va pouvoir solutionner le problème qu'on a? Ou bien, parce qu'il y a d'autres pays aussi qui se sont essayés, je pense le Bénin, oui, le Bénin. Ils sont allés, ils sont revenus à l'ancienne formule. Oui. Est-ce qu'on ne se trompe pas quand vous regardez, vous qui êtes à l'aise avec ces éléments? Bien, effectivement, j'ai pris le soin de regarder ce texte avant d'arriver sur ce plateau. Et je peux vous dire que je suis très mal à l'aise avec ce texte. Je suis très mal à l'aise parce que quand je l'ai lu, je l'ai compris exactement comme vous venez de le montrer, comme un problème qu'on cherche à résoudre à travers un texte. Voilà. Et ce problème, on n'a pas cherché à résoudre la source du problème. Okay. Déjà, c'est un texte qui, dans un raisonnement juridique très strict, qui est en contradiction avec la loi elle-même. La loi qui permet à l'agent public, pendant ses heures non occupées, c'est-à-dire ses heures hors service, de pouvoir mener des activités en lien avec ses compétences. Donc le médecin, sa compétence, c'est soigner. Et je pense qu'il prête même un serment d'Hippocrate là, qui leur permet de soigner tout malade à tout moment lorsque celui-ci en a besoin. Dans le privé, je pense que les malades qui sont là-bas sont légitimement malades et ont légitimement besoin d'être soignés. Ça, c'est très important. Donc, si moi, en tant que médecin, j'arrive à finir mes heures de service normaux et que physiquement, mentalement, je me sens apte à aller aider d'autres malades dans le privé, quoique moyennant une somme donnée, c'est-à-dire une rémunération, tout travail mérite salaire, je ne vois pas en quoi cela doit être réglementé par mon employeur qui est l'État. Une fois de plus, je dis, qui a lui-même prévu dans une loi que c'est un droit, que je peux le faire. Peut-être, s'il trouve qu'en le faisant, je remets en cause le service public, qu'il me dise à quel point et qu'il me contrôle ou me sanctionne en fonction. Mais il ne peut pas m'interdire, en tout cas dans l'exercice, à travers un décret, je précise, ce que la loi m'autorise à faire. Voilà la première incongruence que j'ai vue. J'ai dit une fois de plus, c'est une lecture stricte. Et je me suis allé même au-delà de la lettre de la loi pour voir l'esprit. Pourquoi accordons-nous aux agents publics la possibilité d'exercer dans le privé en fonction de leurs compétences et en fonction de leur disponibilité? Pourquoi? En quelque part, c'est d'abord sociologique. Déjà, ça permet à l'agent d'être épanoui. Le travail épanoui, qu'on le veut ou pas, même si les gens croient le contraire. D'être épanoui. Et surtout, de montrer, c'est-à-dire l'étalage de son talent aussi. C'est très important. Et ça, c'est quelque chose de non quantifiable. Même si les gens ne voient que l'aspect argent, ou bien l'aspect, il a déserté l'administration publique pour ça. Je dis ça, c'est l'objet du management. Comment un agent peut déserter pendant que son supérieur est là? Son supérieur lui-même, il est où? C'est le contrôle qui manque.
Le problème, ce n'est pas de réglementer le nombre d'heures à faire ou le nombre d'heures à ne pas faire. J'ai discuté avec quelques agents de santé qui m'ont dit que le problème est ailleurs. Souvent, vous êtes même dans l'administration publique, et on l'a abordé, où vous n'avez même pas un plateau technique pour soigner les malades. Pendant que le privé a le plateau technique, je ne dis pas que c'est juste de quitter pour aller. Peut-être que la lutte serait de faire en sorte qu'il y ait le plateau technique afin de pouvoir bien prendre en charge les patients. Mais laissons même ça de côté et allons sur le principe même du droit à la santé. Le droit à la santé qui est un droit universel, un droit fondamental. Aujourd'hui, chef Bernard Bougma peut avoir besoin urgemment d'une prise en charge médicale. Il part à l'administration publique, c'est-à-dire à l'hôpital, il voit une file de 100 personnes. Il y a la clinique d'à côté qui offre le même service, moyennant un coût bien entendu. Dieu merci, il a les moyens, il veut aller se faire soigner. Il arrive et dit qu'on n'a pas de médecin. On a une clinique, mais on n'a pas de médecin disponible parce que l'État leur interdit de travailler dans le privé. Est-ce que son droit est bafoué ou pas? Oui, mais là, quand on lit les textes, c'est comme si vous aviez un délai pour choisir si vous restez dans le public ou dans le privé. Là n'est pas la question. Je vous dis, je parle d'un droit légal. En tant que fonctionnaire, j'ai un droit légal. C'est ça en fait. Moi personnellement j'aurais aimé que le débat se passe autrement. Okay. Comment faire en sorte que le fonctionnaire, tout en s'épanouissant dans l'administration publique, n'ait même pas besoin d'aller dans le privé pour travailler. Voilà. Donnez-lui un plateau technique adapté. Traitez bien sa carrière, parce qu'aujourd'hui, Dieu seul sait que les problèmes de carrière, ça existe toujours. Faites en sorte qu'il soit dans un certain confort. Quand vous prenez un spécialiste, d'ailleurs, je m'en voudrais de ne pas souligner ça. C'est une dynamique qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, l'État ne peut pas s'opposer au privé parce que le privé et l'État doivent faire le chemin ensemble. D'ailleurs, ce sont des domaines. À long terme, d'ailleurs, avec l'assurance maladie universelle qui se projette, on va devoir avoir besoin du privé. Sans le privé, cette assurance maladie universelle ne pourra même pas être mise en œuvre. Donc ça, l'État doit collaborer avec le privé, doit chercher des moyens de faire naître le privé de façon plus grande même que le public, puisque l'État de toute façon est en quête de moyens financiers qu'il n'a plus pour s'occuper justement de nos hôpitaux publics. Donc ça, c'est une obligation. Moi, je dis une fois de plus, c'est un décret qui aura du mal à être appliqué. D'ailleurs, vous dites que ceux qui l'ont essayé sont revenus à l'ancienne formule. Ce n'est pas étranger. C'est-à-dire qu'il faut comprendre souvent qu'un texte de droit, d'une manière générale, doit toujours viser une cohésion. Quand vous adoptez un texte et que ça divise, ça veut dire que votre texte n'est pas bon, il n'est pas légitime. Le texte, quand il est adopté, il doit être source de cohésion, source de paix sociale. Or, j'ai l'impression que, fort heureusement, c'est peut-être parce que nous sommes en transition qu'il n'y a pas encore de voix qui s'élève contre ces textes. Sinon, ce texte aura du mal à être appliqué, une fois de plus. Je me demande comment un privé peut engager un néphrologue ou un cardiologue à long terme, si on donne le choix aux fonctionnaires d'y aller ou pas. Il a fait quand même un test pour entrer dans l'administration publique. Il a des droits et il a des obligations. Veillez à ce que ces obligations soient respectées et ses droits aussi protégés. Oui, mais il y a toujours un point de fond qui demeure. C'est que, nonobstant les éléments dont vous parliez, la question des éléments techniques qui rendent quelquefois inopérant même la prestation, mais qui la rend possible, outre pas parce qu'un privé a accepté d'investir. Mais il y a la réalité que quand vous venez souvent, le monsieur même vous donne rendez-vous dans la clinique. Vous avez déjà vécu ça, monsieur? Moi, personnellement, je fréquente les hôpitaux publics et les cliniques. J'ai jamais vécu ça. Et le jour où il va me le dire, je vais lui dire 2 mots. Parce qu'en fait, en réalité, ne regardez pas toujours, n'écoutez pas toujours ce que les gens disent. Moi, j'ai une question à poser. Les ministres sont-ils allés dans les hôpitaux publics pour se faire soigner et puis n'ont pas été soignés? Ou bien ils vont dans des cliniques privées? Voici des questions simples. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on doit pouvoir se dire en face quand même. Les gens préfèrent aller dans le privé parce que l'offre du public n'est plus adaptée. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Même à l'école, c'est comme ça. Les gens préfèrent aller dans le privé parce que l'offre... Et ça, je dis une fois de plus, il y a des études qui le prouvent. Et les gens, le Burkinabé, l'usager, normalement, je faisais ce cours hier seulement, il est plus en train de se muer en client. Il veut tout en qualité et en quantité et tout de suite. Et il a les moyens de se l'offrir. L'État n'a pas les moyens de répondre à ce besoin du nouveau type d'usager. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut promouvoir le privé pour que ce privé-là puisse suppléer. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il faut comprendre? La santé comme l'éducation, pratiquement tous les domaines sociaux, ce ne sont pas des services publics parce que c'est géré par l'État. Ce sont des services publics parce que ça concerne le peuple. Et que ce soit le privé qui l'exécute
ou que le public l'exécute, c'est toujours un service public destiné au peuple. Ici, la question est de savoir de quoi le peuple a vraiment besoin dans le domaine de la santé. Le peuple a besoin d'une prise en charge adéquate. Comment on le fait? Est-ce que c'est en empêchant aux agents de santé d'aller dans le privé? Moi, je pose la question comme ça, bêtement, naïvement. Est-ce que c'est en leur empêchant d'aller travailler dans le privé, sachant que le même peuple va dans le privé? Et quand je dis le même peuple, c'est de tout niveau, que ce soit du citoyen lambda au ministre. Ils vont dans les cliniques. Est-ce que l'exclusivité de la loi de l'emploi du fonctionnaire ne s'applique pas dans un tel cas de figure? Cette exclusivité a été assouplie par l'alinéa 3, je pense, de l'article qui en parle, qui dit que toutefois, l'agent public peut, après avoir accompli son service, occuper ou du moins exercer conformément à sa compétence dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, notamment le privé. Le privé n'a jamais été exclu. C'est le décret qui fait exclusion, notamment pour le cas de la santé. C'est le décret qui laisse entendre que les vacations peuvent se faire, mais dans les services publics autres que là où vous êtes employé. Puisque entre EPE et EPE, ce sont des vacations. C'est comme si moi je quitte Koudougou, je viens donner cours à l'ENAM, je suis vacataire. Voilà, mais c'est toujours le même état. Ça, c'est possible. Entre les hôpitaux publics, c'est possible pour la vacation. Maintenant, on dit que pour le privé, bien sûr, il y a une petite note, si vous voulez, transitoire qui est donnée. Pour le privé, soit vous choisissez de rester dans le public, soit vous partez dans le privé. Moi, je trouve quand même que c'est fort. Mais justement, il y a certains profondeurs aussi de la réforme qui disent, parce qu'on a lu beaucoup d'interviews, qui disent, mais est-ce que ça ne risque pas de braquer, notamment l'agent de santé? Parce qu'on est dans une réalité, on dit, bon, 40 heures par semaine, donc maintenant on a pratiquement 48 heures, ça veut dire que 40 heures pour vos obligations avec, contractuelles avec l'État, et puis 8 heures possibles avec un privé, en attendant, donc ça fait 48 heures. Alors qu'on sait au fond, médecin ou quoi, c'est pas ça, tant qu'il est demandé, il est là. Alors que nous ne prévoyons pas les heures supplémentaires. Il n'y en a pas. Et est-ce que ça ne risque pas de braquer? Parce que si on vous dit, bon, que vous ne pouvez plus aller faire ci, ok, d'accord, donc je m'en tiens à mes 40. Voilà. Et je vais même plus loin encore, parce qu'en réalité, en MRH, en management des ressources humaines, on dit que c'est mieux de disposer l'esprit de l'agent à pouvoir vous servir, à pouvoir travailler. Okay. Ce genre de décisions sont des décisions qui frustrent. Même si le contexte est tel que l'agent public ne peut pas sortir et en parler, il est frustré. Et quelqu'un qui est frustré, croyez-moi, son rendement baisse. Il y a des études qui le prouvent. Et ces rendements-là risquent de... Et vous allez voir que de plus en plus même, ils vont avoir les usagers comme protagonistes même. Parce qu'on va dire... le gouvernement a tendance à dire que c'est quelque chose qu'on fait pour le peuple. Et je vous dis, c'est le même peuple qui réclame nos médecins dans les cliniques. Les quelques rares cas où un médecin oriente des patients vers... Moi, je dis ça, avec un contrôle rigoureux, on peut les avoir. Parce que ce n'est pas seulement dans la santé que ce genre de choses existent. Si on évalue toute l'administration publique, vous allez voir qu'il y a des gens qui profitent de leur positionnement. Et ça, c'est des détournements de pouvoir, c'est des choses qui sont jugées déjà, qui sont punies par le code pénal au Burkina Faso. Sinon, moi, je pense que, et on l'a dit au début, les réformes doivent être ambitieuses. Parce que ces genres de textes, si vous voyez, ça va faire ressortir un rapport de force tout de suite. D'accord. Même si c'est une tradition chez nous que les textes soient adoptés en fonction des rapports de force, je pense qu'il faut quitter ça. Il faut aller vers la légitimité, la recherche d'une certaine légitimité. Et la meilleure façon de le faire, c'est pour prendre ce genre de texte-là, c'est de ratisser très large, associer le maximum d'acteurs concernés pour avoir un texte qui réponde vraiment au contexte recherché. Oui, effectivement, à la lecture du texte, la question c'est de savoir si tous les autres fonctionnaires n'auront plus l'opportunité de faire autre chose en dehors quand ils auront accompli leur mission. Si vous travaillez du lundi au vendredi, vous avez fini. Si samedi vous n'êtes pas occupé, alors que samedi vous pouvez l'employer pour faire autre chose, voilà. Ou bien ça va seulement concerner les médecins, parce que dans l'enseignement, il y a beaucoup de vacations. Il y en a qui finissent leurs heures au niveau du public et qui vont enseigner au niveau du privé. Ça, il y en a à l'appel. Bon, et dans bien d'autres, je dis bien dans bien d'autres domaines. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça va seulement à la santé ou bien ça va maintenant toucher les autres corps? Par exemple, vous êtes consultant. Non, le décret concerne le domaine de la santé d'abord. La question c'est pourquoi? Bon, justement, le juge l'a dit, ils sont partis quand même d'un constat qui est que des médecins désertent les hôpitaux publics ou bien orientent des patients vers des cliniques privées pour pouvoir en tout cas se remplir les poches. Je dis ça une fois de plus, c'est une perception très réductrice du monde de la santé. Retenons toujours que s'il y a du mal, il y a quelque part du bien. Souvent, moi je dis, les réformes doivent s'appuyer sur ce qui est bien et non chercher à résoudre ce qui est mal, puisque le mal souvent il est infime, mais comme il fait mal, c'est généralisé.
Je connais des agents de santé même qui ne vont même pas dans les cliniques. D'ailleurs, quand on parle de clinique, vous savez que c'est Bobo et Ouaga principalement. Oui. Pas partir dans les localités pour trouver une clinique, c'est pas évident. Un médecin ne va pas quitter Ouagadougou avec son véhicule, aller faire des consultations, ou bien quitter peut-être Koudougou ou bien Banfora pour venir faire des consultations à Bobo. Comme ça, c'est un coût que ça engendre. La fatigue, puisque le lendemain, il doit être encore au service, tout ça. Donc, il ne faut pas amplifier les problèmes. Le problème est là. Je dis une fois de plus, ça se gère au niveau managérial. Et les textes sont là pour savoir qui n'est pas à son poste à telle heure de service. C'est très simple, il suffit même de leur donner des objectifs, on en parlait. Donner des objectifs à ces médecins. S'il finit ses objectifs efficacement avec des résultats, il peut aller faire ce qu'il a à faire, d'autant que cela lui permet d'être plus épanoui pour revenir encore demain d'aplomb. Il y a beaucoup qui ont appris d'autres choses dans le privé parce qu'ils n'ont pas le matériel dans le public. Et le privé leur offre ce matériel. Il y en a qui ont fait des formations qui arrivent, qui ne peuvent pas être pratiquées parce que le matériel n'existe pas. Donc à long terme, ils perdent même la main, comme on dit. Or, le privé lui permet de se maintenir. Et je dis une fois de plus, si on garde à l'esprit que la santé est un droit universel, un droit fondamental, je ne pense pas qu'on doit être obligé de choisir si c'est dans le privé ou dans le public qu'on doit se soigner. Ou bien subventionner les privés de sorte à ce que eux aussi ils soient accessibles au maximum du public burkinabé, et puis ça passe quoi. D'ailleurs, l'assurance maladie universelle va rentrer dans cette dynamique-là. D'accord, nous sommes presque au thème de cette audience du tribunal. Dernière question, sommes-nous victimes du pluralisme des statuts qui caractérisent la fonction publique? Moi, je l'ai dit, nous sommes coupables. Nous ne sommes pas victimes, nous sommes coupables. Et ça, je vous raconte une anecdote. Hein. J'ai beaucoup de contacts dans l'administration publique. J'ai discuté avec quelques GRH sur l'application de certains textes concernant la carrière des agents. Et ils sont confrontés souvent à de l'incohérence de nos textes juridiques. Je vous donne juste un exemple. Le cas du MENA-PLN, où il y a une indemnité spécifique qui leur est réservée. Cette indemnité spécifique, logiquement, dans l'esprit de tout texte, l'indemnité doit être attachée à une qualité, c'est-à-dire, si vous voulez, à une qualité plutôt qu'à une donnée physique. Donc, c'est-à-dire, en tant qu'enseignant, vous avez l'indemnité. Vous voyez comment c'est très concret. Donc, un agent public du MENA-PLN, par exemple, qui est affecté au ministère de la Santé, dans un département où on fait de l'éducation, où il occupe une fonction liée à l'enseignement, c'est-à-dire à la vie scolaire, il perd automatiquement cette indemnité, tout prétexte qu'il n'est plus au MENA-PLN. C'est quoi la logique? Ça veut dire que l'indemnité est liée au ministère maintenant et non plus à l'emploi. Et je dis, dans ce cas, si vous recrutez un éboueur au niveau du MENA-PLN, ça veut dire qu'il aura cette indemnité. Voilà des incohérences que nous avons. Et ça, ce sont des choses de plus en plus que les GRH eux-mêmes constatent. Mais la conséquence, effectivement, comme je dis, c'est nous sommes coupables, c'est malheureusement le fait que la plupart des textes ne sont pas des productions législatives libres, mais plutôt des productions dues au rapport de force, notamment entre le syndicat et le gouvernement. Et voilà d'où viennent principalement les problèmes. Souvent, les syndicats eux-mêmes se retrouvent après face à leur propre incohérence et ils ne savent plus quoi faire. Ils sont obligés d'avancer seulement, puisqu'ils aiment trop l'utilisation du terme ou de l'expression « droits acquis ». Et c'est ici que nous mettons un terme à cette 5e convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Je rappelle que Nicolas Zemané, enseignant en droit public à l'université Norbert Zongo et consultant indépendant en management public, était notre convoqué à la barre ce matin. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci, Monsieur le Président. Merci également aux différents juges pour vos angles de regard et d'analyse. Merci aux équipes techniques pilotées toute cette semaine par Aimé Zoundi au niveau de la télé et par Alphonse Déduit à la radio. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et rendez-vous lundi pour une autre convocation.